J'ai fait des études dans les années 70. À cette époque-là, je les ai faites à Lausanne et les graphistes, évidemment, faisaient tout, bien sûr, à la main. Les techniques d'illustration, hyper réalistes, etc. Et concernant la lettre, en fait, la plupart des écoles d'art en Suisse, sauf peut-être Zurich et Bâle, euh, la lettre était enseignée comme lettrage, je dirais maintenant. C'était pour faire des logos, pour faire des titres, et pas dans l'idée d'aller jusqu'à à créer une lettre d'imprimerie avec toutes les spécifications. Mais j'ai découvert la lettre avec un professeur qui était un des pionniers un peu du modernisme en Suisse romande dans les années 50, qui est né à Paris, mais qui a fait une formation à Bâle, qui s'appelait Roger Virgile Gézer, et qui était spécialisé sur la lettre et l'abstraction. Et de lui, on pouvait apprendre des bases du lettrage, etc. Et j'ai été intéressé par la typographie que j'ai en fait un peu découverte à cette époque-là. Mais c'est vraiment les années 70, hein, donc euh, la technologie était complètement différente. On travaillait avec des typographes qui étaient très bien pour tout ce qui est production de texte. Le graphiste était un peu comme un architecte. Il faisait de la planification d'un ouvrage et il travaillait avec un typographe. Certaines parties de logos, plutôt de titres spéciaux, étaient dessinées. Euh, et par contre, alors là, c'était assez intéressant, des techniques de dessin, d'exécution, de recherche, de mise au point. Alors là, c'était une partie importante de la formation. Et je me suis intéressé après à la typographie en tant que graphiste, c'est-à-dire collaborant avec des typographes. Et puis sont venus les ordinateurs dans les années 90. Et c'est là qu'on m'a proposé d'enseigner, non pas pour dessiner des lettres, mais parce que les graphistes devenaient des typographes, au sens compositeur typographe, et qu'il y avait besoin de certaines compétences que je n'avais d'ailleurs pas toutes à l'époque, puisque en tant que graphiste, je suivais le travail des typographes qui ont disparu à cette époque-là. Donc il y avait toute une redistribution des cartes. Dans cette redistribution des cartes, j'ai découvert les logiciels de dessin de caractères assez impréparés, mais assez fasciné. Et là, je n'ai pas du tout une planification. J'ai été assez fasciné par l'idée qu'on pouvait produire non plus un logo, un lettrage, mais envisager de produire ce qu'on peut appeler des fontes maintenant. Et en fait, je suis passé aussi bien dans l'enseignement que dans ma pratique à l'enseignement du lettrage, c'est-à-dire essentiellement des dessins, des caractères, c'est-à-dire un peu de calligraphie, de la construction du dessin, à l'enseignement de caractères, disons, de texte. Mais c'est un processus assez long et ça se passe, alors c'est rétrospectif, à une époque où finalement en Suisse, des enseignants qui étaient très professionnels, et de la dernière classe assez professionnelle, c'était la classe d'André Gürtler et Christian Mengelt à Bâle. Et vous trouvez quelques dessinateurs de caractères un peu plus jeunes qui ont fait la jonction, on dirait, entre l'ancienne école industrielle. Mengelt et Gürtler étaient dans Team 77, avec qui on fait des projets pour Bobst, qui s'est lancé dans les caractères à Lausanne, pour Haas, l'Unica, enfin il y a une grande série de caractères intéressants. Ils avaient déjà collaboré sur d'autres choses. Mengelt avait travaillé Gerstner dans les années 60. Enfin bref, ils étaient à la limite de la retraite et ils ont eu un ou deux étudiants qui ont fait le pas à Bâle, mais qui étaient un peu des indépendants, comme Bruno Mag, qui a saisi un peu cette idée de... Et là, il y a mais il est beaucoup plus jeune que moi. Et alors, je me disais, justement, moi, j'étais intéressé par le dessin, par vraiment l'activité manuelle du dessin. Et j'ai découvert que c'était possible d'explorer ce terrain de jeu. C'était vraiment un terrain de jeu, c'était assez inattendu. J'ai eu des contacts à cette époque-là avec l'ANCT à Paris, avec Peter Keller. Et il avait organisé une série de conférences. Et moi on parle là des débuts des années 90, moi qui étais engagé dans une activité professionnelle de graphiste depuis une dizaine d'années, qui est donc assez pragmatique, enfin c'est vraiment le graphiste des années 80 qui est peut-être plus un planificateur, enfin
avant les Mac. Et ça m'a replongé dans ces idées de création de caractères. J'ai rencontré des gens comme... bon, il y avait notamment Hans-Jörg Hunziker, il y avait tout un cercle de ces graphistes suisses à Paris. Et ça a un peu relancé mon intérêt. Et à l'ECAL, on a un peu renforcé à ce moment-là le côté enseignement de la lettre vers les fontes. J'ai invité André Baldinger à enseigner à Lausanne. On a aussi utilisé cette école, c'est toujours la même question, on enseigne, il faut avoir quelques longueurs d'avance sur quelques points par rapport à ses étudiants pour participer à cette ouverture. Et en fait, on a fait des fontes assez simples, tout le monde, moi surtout, mais on a commencé à être partie prenante de cette culture un peu, je dirais, de transition entre... graphiste allant vers la typographie, et puis dans cette ambiance, dans ce contexte il n'est pas seulement technologique, l'esprit de l'époque, il y a aussi une esthétique plus ouverte, mais d'aller un peu librement et naïvement vers des expérimentations. Je crois que c'était en 2004, il y a eu une exposition au Museum für Gestalt de Zurich qui s'appelait Frische Schrift. C'est comme on dit, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches. C'est un jeu de mots. Et ils cherchaient des gens qui avaient des caractères de labeur. Moi, j'avais ce dido qui était un peu historique, etc. Et je me dis, bon, ben, là, je vais être un parmi d'autres. Et dans cette nouvelle génération, c'est-à-dire des fontes créées à l'époque, il y avait peu de caractères de labeur, par exemple. Alors, c'est un catalogue où il y a des travaux de Hans-Eduard Mayer, de Frottiger, son caractère pour les routes suisses, qui est une variante. Donc, on avait la vieille génération et la nouvelle qui alors que c'est des choses très drôles, très, très expérimentales, mais très, disons, display, enfin et des gens un peu entre deux. Puis là, je me dis, tiens, je suis surpris, puisque le caractère finalement a été utilisé pour faire le catalogue. J'étais assez surpris de voir que finalement, j'étais un peu le seul dans ce créneau, aussi bien point de vue statistique, c'est-à-dire qu'il est un peu conservateur, et puis aussi question tranche d'âge, finalement. Il y a quelques noms, hein. Donc Bruno Mag est plus jeune, et lui, je pense que c'est quelqu'un qui a profité de quelque chose qui arrivait au bout à Bâle. Il a vu le potentiel, je pense, du digital. Alors que peut-être les enseignants à l'époque étaient plus dubitatifs, parce que c'est des gens qui étaient liés à l'industrie. Il faut imaginer ce que c'était l'industrie. Hein, si vous avez la chance d'être un dessinateur de caractère pour l'industrie, c'est un contexte où vous êtes mandaté par la fonderie, où tous les travaux sont payés par la fonderie, donc vous êtes une situation quand même industrielle. Donc, moi j'ai l'impression que là il y a un passage de témoin, c'est pas seulement vrai pour la Suisse, un peu difficile entre il y a un peu tout se recoupe. Il y a vraiment la génération liée à l'industrie, à la commande planifiée, au projet d'une fonte dans le long terme. Il y a les technologies qui changent et il y a les esthétiques qui changent. Il y a même la sociologie du métier qui change. Tout vient en même temps. Et dans ce chamboulement que je crois tous les pays ont connu, il y a des nouvelles positions, il y a un peu de flottement créatif, c'était assez expérimental, puis aussi peut-être un peu de perte, un moment d'énergie dans la transmission. Bon, moi j'ai commencé à travailler comme graphiste au début des années 80. J'ai commencé à enseigner vers 40 ans. C'était une surprise. Graphiste, donc après 10 ans, j'ai beaucoup travaillé pour les grandes entreprises, très peu pour la culture, à part 2-3 réalisations un peu exceptionnelles. Je trouvais assez intéressant, corporate communication, corporate identity, les choses comme ça, et aussi pour la presse, la presse magazine en Suisse. Et quand on est graphiste, vous le savez sans doute, on passe 70% de son temps à faire de la logistique, de la gestion. Enfin, il y a tout un service du client très complexe. Et là, ce qui me fascinait dans le dessin de caractère, c'était que c'était un domaine complètement libre et à la limite à protéger de la commande. Aussi parce que c'est une recherche de savoir-faire, des techniques et puis des esthétiques. Mais ça reste presque un délassement, un plaisir de dessiner.
qui est toujours vrai pour une grande partie, sinon je ne pourrais pas faire ça. Et aussi l'idée que ce soit protégé de la commande, que ce soit du pur dessin, à une époque où le graphiste était devenu, avant les Mac, avant les ordinateurs, finalement très conceptuel, planificateur. Vous étiez un peu directeur artistique, avec un photographe, un illustrateur. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des illustrateurs, travaillant avec eux d'ailleurs sur l'illustration, mais j'avoue que l'illustration ne me passionne pas fondamentalement. Mais c'était quand même l'idée du dessin. Donc, la typographie aussi, vous étiez un planificateur, c'était assez intéressant d'ailleurs, mais il n'y a pas cette idée un peu aussi qui était sous-jacente d'avoir une espèce de petite Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire vous voyez que vous allez tout concevoir, les caractères, le médium, la communication, enfin vous allez vraiment prendre tout l'objet à la base. Ça c'était aussi une idée fascinante, mais protégé de la commande. Mon évolution n'est pas empirique dans le sens, si vous voulez, elle est empirique dans le fait de passer des lettrages à la création de caractères de texte, notamment de caractères de texte, je dirais, calligraphiques. Mais n'est pas du tout empirique sur la lettre, alors, parce que, au contraire, c'était un moment assez intéressant de crise un peu du modèle moderniste, mais c'était clair, on travaillait que 3-4 caractères pendant 5 ans. C'est-à-dire avec 2 caractères, on pouvait travailler avec l'accent grotesque, le standard on l'appelait, ou la standard, on travaillait avec l'Helvetica et l'univers. On avait un grand respect pour ce qu'on appelait le Garamond, mais on ne l'utilisait jamais, et on étudiait le Didot. Et c'était un usage intensif d'un corpus très restreint et avec alors des critères esthétiques très normatifs pour certains professeurs qui étaient un peu en train de flotter parce qu'on était dans les années fin des années 70, mais néanmoins il y avait un cadre esthétique assez fort. Qui m'a, alors, après, comme tout le monde, on prend une distance, on le rejette, on le réévalue. Mais là, disons, il y a pour moi toujours cette idée, par exemple, qu'une fonte devait être une sorte d'aboutissement, notamment optique, etc. Et la démarche empirique, c'est-à-dire de découvrir les contraintes des caractères de texte dans des styles différents, ça a été de pouvoir remettre ces critères, ce qui est des fois un peu long, et aussi peut-être ce qui pousse à un certain classicisme. Mais là, je revendique, si vous voulez, un côté un peu normatif pour moi. J'ai jamais été intéressé au caractère néo-humanistique, par exemple. Je respecte, hein, je veux dire, il y a une virtuosité. J'ai même jamais été intéressé à en esquisser. Je pense qu'ils expriment réellement le zeitgeist, l'esprit du temps, mais je ne travaillerai jamais avec des caractères comme ça. Le méta, par exemple, m'a beaucoup impressionné quand il est sorti. Et j'ai même échangé quelques mails avec son auteur, mais je ne pourrais jamais utiliser le méta. Pour moi, c'est impossible. C'est pour rien. Pour rien, vous voyez, c'est absolument normatif. Pour moi, il y a le miroir de texte doit à un moment répondre à quelque chose. Personnellement, j'aime assez quelque chose d'assez, on appelle objectif, quelque chose qui est un peu zahri, comme ça, il n'a jamais employé le mot neutre, on n'a jamais employé le mot neutre pour ces caractères, qui se pose devant vous, voyez, qui vous tient un petit peu à distance. C'est comme certains vêtements, quand c'est trop feel good, friendly, ça vous colle aux pattes et ça vous empêche de penser. Voyez, est-ce que la neutralité, quand elle est utilisée pour être neutre, elle ne devient pas aussi un... J'ai jamais employé ce mot de neutralité. Ça n'a rien à voir. Si on veut parler peut-être d'un équivalent, parce que là aussi c'est une part qui n'est pas du tout pragmatique, je pense au modernisme. Pour moi le modernisme, ça dépend comment on le décrit, mais il est dans une longue tendance. Et prenez un art qui n'est pas du tout populaire, mais dans lequel la France a excellé à tout point de vue, qui est le néoclassicisme. Le néoclassicisme ne vous colle pas aux pattes. Il a une certaine émotion, il a même été d'ailleurs un peu pathétique par moments, mais il vous propose un cadre de distance, dans l'architecture. Dans le livre, il a atteint des sommets, ou dans la peinture, ou dans l'art du paysage, etc. Et je pensais plutôt à ça, cette idée que vous êtes un sujet par rapport à un objet qui vous est proposé, et puis il y a une distance
un peu critique, un peu rationnel d'expérience qui vous est proposé, qui est plutôt de type optique d'ailleurs, c'est-à-dire qui vous tape un peu sur les mains. Et c'est Vogue, c'est la couverture de Vogue, ou c'est Harper's Bazaar de Brodovitch et ses successeurs. Vous voyez, où vous avez après, certains ont mis des traits de pinceau sur les couvertures de Vogue. Je pense que c'était une crise terrible du modèle. Comme si on l'avait déjà touché pour vous, vous voyez, comme si quelqu'un l'avait touché pour vous, parce que vous n'avez plus l'accès à cette calme grande. Enfin bref, c'est cette idée de l'objectivité, je pense, qui n'a rien à voir avec la neutralité. Dans ces débats sur les changements technologiques, on peut s'amuser à faire pour et contre et produire du sens, je pense, dans les deux directions. C'est-à-dire, c'est évident. Le plus grand effet, je crois, de la révolution, ça a été de banaliser, trivialiser les outils de production et de diffusion. Actuellement, c'est les outils de diffusion qui sont fascinants. Je ne sais pas, je me rappelle quelque part, Matthew Carter avait répondu quel est l'effet le changement, comment les outils digitaux ont transformé la production des caractères. Il disait que 70% du travail restait le même, selon lui. Je ne sais pas, mais je pense, bon, c'est très difficile à décrire. Il y a des portes d'entrée dans le dessin de caractères, comme il y a des portes d'entrée dans la musique, enfin, avec les outils digitaux qui permettent de simuler déjà des choses très rapidement et d'apprendre en faisant ça. Dans le cinéma, on pouvait faire un pré-montage très facilement, un editing. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc on peut bâtir tout un discours là-dessus et qui est vrai. Surtout dans la distribution. Et puis dans la production, vous pouvez transformer un dessin de base. De l'autre, vous pouvez tenir un discours que peut-être certains ont envie de tenir maintenant, qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de ces esthétiques, de ces problématiques, et que finalement, maintenant qu'on a intégré cette révolution, on se retrouve avec un certain nombre de questions qui sont un peu les mêmes. Vous avez ça pour le livre, par exemple. Si vous vous intéressez aux chercheurs c'est un domaine tout près de notre domaine, mais des fois on n'a pas le lien directement. Vous avez une génération d'historiens du livre, apparemment, qui a privilégié la rupture des technologies, depuis Lucien Febvre jusqu'à Roger Chartier, si vous voulez. Et puis vous avez une nouvelle génération, apparemment, qui dit... Par exemple, il y a une américaine, ou j'ai posé la canadienne, Bonnie Mack, How the Page Matters, qui fait l'inverse, qui souligne la continuité de la page comme unité pertinente de ce qu'on appelle le livre, depuis les scrolls, et depuis les rouleaux, jusqu'aux tablettes numériques. Comme espace, alors l'expression est très belle, espace cognitif également. Donc, ça veut dire le nombre de signes à la ligne, ça veut dire les systèmes d'unité, les paratextes, les systèmes de division du texte, les systèmes de mise à la ligne. Elle compare ça sur 4000 ans. Et elle dit peut-être que depuis maintenant un certain nombre d'années, on se rend compte qu'il y a une extraordinaire continuité de ces supports. Et elle dit que en fait, les gens qui travaillent sur ces objets ne se rendent compte peu, mais tous finalement travaillent dans la longue durée. Vous dessinez des caractères, on est dans la longue durée. Vous faites une mise en page, on est dans la longue durée. Les paléographes, les codicologues, je ne sais plus, enfin les gens qui travaillent sur ces objets travaillent tous dans la longue durée. Ils ne se causent pas, mais peut-être on va se rendre compte de ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme les chaussures, il y a une ergonomie, même s'il y a un aspect cognitif, il y a une ergonomie de ces objets qui est plus importante qu'on pourrait penser. Et voilà, alors, je ne sais pas, c'est un ton, c'est assez intéressant. Vous voyez, par exemple, Chartier, Febvre, c'est quand même assez intéressant comme approche, mais qui ont privilégié des ruptures, bon, qui les ont questionnées quand même, mais quand même l'idée où Elizabeth Eisenstein, si vous le connaissez, qui était aussi une des théoriciennes de la rupture, de la nouvelle technologie de l'imprimerie, et aussi les gens d'ailleurs évidemment l'inverse, qui prédisaient la fin, puisque les gens qui font le pathos sur les débuts font généralement le pathos sur les fins, et tout d'un coup là, il y a une nouvelle génération qui dit
il n'y a pas de pathos sur les débuts, les questions qui sont posées au début. Il y a d'ailleurs, elle cite très positivement Henri-Jean Martin, qui avait lui-même déjà assez rapidement insisté sur la fluidité des textes qu'on connaît maintenant, qui changent tout le temps un peu sur Internet, avec quelque chose qui était déjà tout à fait réel au temps de l'imprimer, c'est-à-dire la variation de l'état des textes. Seulement, ça a accéléré le processus. Mais même dans les textes, je sais pas, vous prenez un... Alors, ils travaillaient sur l'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis. Non, mais un texte qui est tout d'un coup un best-seller au XVIe siècle. Et qui, alors, les gens travaillent sur toutes les éditions et qui voyagent en Europe, dans différents lieux. Elle travaille sur un traité de Bonnie Max de nobilité. Alors, elle dit par moments c'est un traité administratif, par moments c'est un livre courtois, par un autre moment c'est une lettre presque confidentielle, humanistique, quand elle est à Florence, quand elle est à Paris, ou bien quand elle est en Bourgogne, dans la cour ducale. Si on prend très pratiquement l'évolution des écrans, vous avez une tablette, pardon, Retina. Moi, je sais pas, j'ai un quotidien suisse le plus classique, enfin le principal quotidien suisse, la Neue Zürcher Zeitung. Elle a des intertitres en Dido. Donc vous lisez du Dido sur votre palette, quoi, avec des déliés filiformes. Vous avez une résolution extraordinaire. Le design de ce magazine est fait par Meyre & Meyre, qui font le magazine 032C. C'est le quotidien le plus conservateur de Suisse. Et donc là, on voit pratiquement maintenant la résolution d'un écran est supérieure à beaucoup d'imprimés d'il y a 30 ans. Non. Un des problèmes, pour moi, les écritures néo-humanistiques, c'est qu'elles sont beaucoup trop basées sur la main. Et le livre a toujours eu, en tout cas très rapidement, une influence architecturale pour les navigations, pour les titrages. Alors, les modernistes ont tout réduit, peut-être, je sais pas, à un type de caractère, mais reste que c'est une tension, comme un montage de différents états du message verbal, depuis l'épigraphie jusqu'à la typographie, par exemple. Et ces questions sont constamment là, je pense, je crois que, enfin pour moi, reste peut-être l'interaction avec le texte qui serait une question assez passionnante, mais en tout cas les états de texte, moi je pense qu'ils sont assez, oui, ils sont un peu basés sur nos facultés de perception, finalement. Moi je pense qu'une des grandes séductions qu'a la lettre pour le lecteur ou pour le graphiste qui achète des caractères s'il les achète, c'est des formes de dynamique. Et alors comment on les ressent, comment on les perçoit, c'est pas très clair. Hein. On peut rêver, moi je ne sais pas, que l'imagerie cérébrale va nous montrer que quand on lit, je sais pas, tel caractère, telle ligne de caractère, Garamond, même si on n'est pas un calligraphe, et on n'a pas de raison d'être un calligraphe si on est un simple lecteur, eh bien, on a un écho peut-être d'une expérience un peu gestuelle. Enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ou que les neurones alors, le dessin vectoriel, je trouve, permet quand même de maximaliser cette dynamique. Et il la pousse un peu plus loin. Alors il a le risque de tourner un peu pour lui-même, c'est-à-dire que les vecteurs ne soient pas pilotés et on a un peu toujours les mêmes dessins. Mais par contre, il a une faculté, vous savez, je ne sais pas quand même... Alors, je pense que c'est une des ressources fortes de l'esthétique actuelle. Je pense que quand vous regardez certaines solutions de Matthew Carter, vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'accélération, d'emphase sur ces dynamiques qui est extrêmement intéressante. Et peut-être on trouve la même chose dans des formes de traduction qu'on a faites à la lettre. Vous voyez, c'est comme la lettre gravée, ou la lettre gravée par le graveur de poinçon, ou par le lapidaire, enfin pour les inscriptions. On voit comment ils ont... Vous savez, le débat, comment on a fait les grandes écritures impériales. Est-ce qu'on les a d'abord peintes, calligraphiées, enfin... mais
en fait, on sent bien qu'ils ont réussi à magnifier, à rendre encore plus passionnant quelque chose qui vient d'une gestuelle, mais ils l'ont poussé encore plus loin avec la gravure triangulaire. Il y a tout un jeu avec la lumière. Et moi, j'ai l'impression que le vecteur, il joue un peu avec ça. C'est-à-dire qu'on reprend cette base, et puis c'est un peu comme un musicien qui peut un peu nettoyer des sons, salir d'autres, et créer comme ça. Et on aime assez, je crois, cette esthétique. Et il y a, moi, si je devais faire un peu une sélection des fontes les plus intéressantes actuellement, j'essaierais de choisir des choses piquées là-dedans. Et d'ailleurs, qui ne sont pas entièrement neuves. Par exemple, je pensais à certaines productions récentes de Matthew Carter, comme le Carter, qui fait écho à des caractères de Bertolt Wolpe, par exemple, que Carter a très bien connu, puisqu'il a digitalisé très rapidement, je crois même dans les années 80, des caractères de Volpe, et qui était d'une inspiration un peu arts and crafts. C'est un élève de Rudolf Koch qui s'est réfugié à Londres. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a cette idée d'un geste, d'une dynamique sur un autre système de courbes qui les pousse en avant, quoi. Je pense que c'est quand même les caractères les plus intéressants de notre époque. Bon, vous savez, il y a beaucoup de malentendus sur l'avant-garde et esthétique et ses influences sur la typographie. C'est peut-être une question de génération. Moi, je suis intéressé par les gens qui brouillent un peu les cartes. Actuellement, il y a eu pas mal de recherches en Allemagne, sur le domaine allemand, qui montrent, par exemple, vous le savez peut-être, le Bauhaus ils n'ont jamais dessiné de caractère au Bauhaus. Le Bauhaus, ils ont fait, c'est un postgrad où ils ont fait d'autres choses, mais inversement, si vous vous intéressez à l'histoire du Futura, il y a un poète, vous connaissez ce poète allemand Stefan Georg, qui avait fait faire pour son usage un caractère basé sur ce qu'il avait compris de William Morris. Il avait oncialisé l'accent grotesque. Et ça donne 25 ans avant le Futura, un prototype du Futura. Et c'est un poète qu'on considère comme Jugendstil. C'était un ami de Mallarmé, qui partageait avec Mallarmé un intérêt un peu différent, mais aussi pour le livre et pour la typographie. Donc voilà, on voit ça. On se dit finalement, vous prenez, je ne sais pas, une écriture de Theo van Doesburg, ou attribuée à van Doesburg, qui est fait avec c'était un style d'écriture qu'on a développé pendant le Jugendstil 20 ans avant lui, mais on rajoutait des petites fleurs autour, mais c'était la même structure. En France, il y a un très très imposant néoclassicisme qui est d'une richesse extraordinaire, qui n'est pas très exploré jusqu'à ce que je pense que Sébastien Morlighem publie son étude sur les didos, qui va renouveler certainement. Là, j'ai reçu récemment un livre de Jacques André sur le 19e siècle français. Il y a une érudition, il y a des documents extraordinaires. Par exemple, vous avez des livres avec des papiers colorés, avec des didos, mais on se dit, mais c'est... Alors, évidemment, on n'a pas encore plaqué une idéologie avant-gardiste là-dessus, mais c'est, je ne sais pas, c'est d'une modernité optique incroyable. Alors là, on est dans pour moi, le modernisme sur la longue durée, et il faudrait retraduire au XXe siècle, comment dire, comment ce modernisme très fondamental, très intéressant, a été concurrencé par d'autres idéologies, pour moi, qui sont un peu mystérieuses. Je trouvais qu'il y aurait un joli travail à faire en France. Ce serait l'invention de Garamond. C'est comment tout d'un coup on a inventé ce personnage à la fin du 19e siècle. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, il a existé, mais vous voyez qu'on en a fait une espèce de je ne sais pas comment dire, Merlin l'Enchanteur, et tout le monde pleure sur Garamond, et tout le monde... et en fait, c'est une invention certainement récente, et qu'on devrait pouvoir retracer. Alors, on connaît les fausses attributions, on connaît, qui est injuste d'ailleurs. Vous connaissez l'histoire évidemment du dit Garamond qui est le Janon. Enfin, mais soit dit, un mot pour Janon. Une fois qu'on a démêlé le tien du mien, on a dit ah non mais ce n'est pas du Garamond. Qu'en est-il de Janon? C'est un des caractères les plus fascinants, je pense, je ne sais pas comment le nommer, du maniérisme ou du baroque protestant flamand.
qui a un caractère qui marque tout notre environnement de texte, hein, je sais pas, la Pléiade, le Garamond ATF, le Garamond monotype. Et en fait, on est très paresseux, vous voyez là-dessus. C'est-à-dire qu'on a créé une espèce de barde moyenâgeux qui s'appelle Garamond, enfin, je plaisante, et on l'a laissé envahir tout le terrain, et tout le monde est paresseux sur ce patrimoine. Garamond, oui, Garamond, qui met ses pieds partout. Et pourquoi le XXe siècle a voulu rejeter comme ça cette extraordinaire modernité, ou la reléguer à 2-3 marques d'excellence qui sont sans concurrence, hein. Moi, j'étais frappé à travailler pour des magazines, à faire des didons. On voit bien qu'avec la globalisation, il y a une stéréotypisation, c'est encore un mot. Vous savez, tous les mots français qui sont propres à l'imprimerie, à la typographie, sont suspects. Il y a le stéréotype, il y a le cliché. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le poncif, bon, qui n'est pas lié à la typographie, mais oui, il y a une grande méfiance par rapport à l'œuvre multiple. Les magazines, par exemple, ils sont complètement maintenant. Il ne faut pas décourager monsieur et madame Michu globalisé dans le monde entier, c'est-à-dire à Shanghai, à je ne sais pas où, il faut lui donner du Dido parce que c'est la marque d'excellence. Mais en France, par exemple, c'est clair, le vrai chic graphique, vous avez un magazine, c'est Vogue, c'est le Dido, vous avez de la littérature, c'est NRF, vous voyez, c'est le vrai chic néoclassique. Et il y a un potentiel, je pense, encore assez énorme dans ce répertoire. Par exemple, il y a une urgence, je pense, ce serait de compléter le travail de Foutiguer sur le Dido pour faire un Dido confortable de texte, que les Dido ont toujours fait. Ils ont toujours fait des caractères extrêmement agréables à lire. Vous achetez sur les quais n'importe quel livre vers 1800, 1805, si vous en trouvez composé en Dido, peut-être même en stéréotype, vous verrez à quel point, parce que c'était prévu avec l'encre, ils travaillaient sur les papiers, mais les papiers étaient quand même absorbés. Et c'est un confort, une élégance de lecture extraordinaire. Et là, de faire ce travail, de voir aussi comment ça nourrit le modernisme. Récemment, j'ai lu un livre passionnant sur les Benton, et je ne savais pas que les Benton étaient, avec American Type Founders, étaient les premiers à avoir fait un bodoni industriel, qui a été copié par tout le monde, hein, et ils ont été travaille très très sérieusement sur ce bodoni industriel. Et ça a eu un effet balayage sur la production graphique au début du XXe siècle. Alors là, il y a encore des questions ouvertes, mais demain, ça va encore changer. C'est ça on est dans vraiment des réévaluations constantes, hein. De nouveau, vous essayez de creuser sur Garamond, c'est un peu comme la peinture de la Renaissance. On a longtemps appelé les primitifs des gens comme Botticelli, maintenant qui représentent le sommet d'un côté populaire de la Renaissance. Alors ça, c'est la modernité dans la longue durée, mais il y a, je pense, des modernités, l'intérêt sur Excoffon, il y aura certainement des choses encore sur le tournant 19e, 20e siècle, puisqu'on a tendance à écraser un peu ce qu'il y avait avant, ce qu'on appelle le modernisme, c'est-à-dire des petits carrés, des petits cercles, comme étant complètement coupé de ça, alors qu'en fait, je suis sûr que vous trouvez des choses. Il faudrait aller un petit peu chercher. Il y a les fonderies, il y a cet ouvrage de Thibaudeau qui est probablement pas scientifique, mais qui est d'une richesse incroyable, qui est très tardif sur l'Art Nouveau, mais qui contient des pistes assez incroyables de différents caractères, y compris des sans-sérifs, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas, on pourrait faire ça va certainement venir. Je pense qu'on va avoir une idée plus fusionnée de ces périodes qu'on a eues, vous voyez, où on fait un peu une religion de ces coupures. Comme ça. Quelles sont ces nouvelles formes? Si on essaie de tracer leur apparition, on voit qu'elles étaient déjà pratiquement développées avant les idéologies qui ont créé tout un discours extrêmement performant. Alors, il y a une dynamique évidente dans ces éléments, mais je pense que le discours c'est ça d'ailleurs l'intérêt peut-être de ces esthétiques, le discours est plus fort que les parties que ces discours saisissent, quoi. Donc, parce que si vous faites le bilan je sais pas, ces formes, vous voyez,
on l'a assez dit, ces formes très puristes, accents grotesques, datent vraisemblablement de la deuxième moitié du XIXe siècle. Si on imagine quel est le contexte de cette fin XIXe siècle, ensuite on voit bien qu'elles ont été perfectionnées pour répondre justement à ces questions optiques, etc. Mais on a de la peine à avoir des ruptures totales. Hein. Il faut vraiment, je pense, être très idéologique pour pouvoir le faire. Et on sent maintenant que ces idéologiques fondent un peu. Ce n'est pas dire qu'elles n'ont pas été intéressantes, mais elles fondent un peu. Du coup, on a une vision, je crois, vraiment différente du paysage, quoi. J'ai été intéressé à essayer de comprendre dans des projets, soit qui soient simplement des fois de digitalisation, soit qui soient d'interprétation ou même de propositions un petit peu nouvelles, de ce qui m'intéressait dans un certain style de caractère sans empattement ou de grotesque même, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus optique, géométrique mais organique. Et le plane me semble, c'est pas un aboutissement au sens que c'est quelque chose de forcément supérieur, mais j'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour de ce qui m'intéressait dans cette esthétique. En l'occurrence, c'est un mélange, comment peut-on dire, de formes dynamiques, mais organiques, mais ne convoquant pas la main dans le regard du spectateur. Tout en étant, je l'espère, fluide, de nouveau organique, et alors avec des effets de surface, de contraste qui sont particulièrement optiques. Voilà, il y a aussi des études sur les proportions. J'ai l'impression que pour un moment, je ne vais pas pouvoir multiplier des nouvelles propositions. C'est un peu ce côté assez direct hein, du caractère sur la page. Il y a aussi cette idée d'avoir un seul dessin pour toutes les tailles, d'avoir un caractère qui fonctionne bien en titrage et en texte, et qui se pose dans une certaine simplicité, d'où son nom. Et voilà, pour un moment, je suis un peu, comment on peut dire, pas saturé, mais j'ai un peu épuisé ce que je pense comme curiosité pour ces caractères, sauf à avoir d'autres stimuli, je ne sais pas, ou d'autres demandes. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. C'est par rapport à aussi une certaine expérience, un goût de ces fontes des années 80 que ce caractère m'a intéressé, puisque justement, par exemple, le Tyne Art était un caractère un peu plus old-face, un peu plus rugueux. Il y a des questions qui m'intéressent, mais qui sont très difficiles à traduire dans des solutions intéressantes, c'est-à-dire que j'étais frappé de voir justement que les modèles dits humanistiques, ils avaient une propre histoire. C'est-à-dire que si vous prenez, je ne sais pas, Gerrit Nordzey, si vous prenez Walter Kerr, qui sont tous exprimés sur une vision qu'ils avaient des écritures calligraphiques renaissantes, vous vous rendez compte qu'elles sont complètement différentes, que sont des esthétiques différentes. Sans parler de Johnston, mais vous savez qu'entre Johnston et Kerr, il y a un lien pratiquement direct, puisque c'est un élève, Kerr est un élève de Anna Simons. Et donc là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais c'est mettre au jour le modèle calligraphique qui domine certains styles typographiques et puis essayer d'en prendre un autre et de voir si on pourrait approcher cette solution pour des caractères très humanistiques mais qui seraient sur une autre esthétique. J'ai fait des essais, je n'y arrive pas. Enfin, j'arrive à des choses, mais je ne sais pas qu'en penser. Il y a, je vous ai présenté ça hier, cette idée de Clarendon qui serait hyper graphique, adoptée au texte. Ça m'intéresse, c'est immédiat, ça marche, c'est en route. Et puis, il y a d'autres questions sur des Didon, justement, qui seraient à la fois assez respectueuses des Didot, mais qui auraient ce côté digital, mais sans faire de la géométrie, vous voyez, c'est ça, de caricature de Didon. Mais là aussi, voilà, ça c'est le projet immédiat, et puis on verra ce qui se passe
c'est vraiment le plaisir de se poser des nouvelles questions en fonction aussi d'impulsions des fois de commandes, bien sûr, mais aussi comme ça à la table de travail. Du coup, vous envisagez toujours pas de lâcher le fournier? Moi, j'ai commencé à essayer d'esquisser un fournier il y a bientôt 20 ans. Donc, il suit ses hésitations, ses variations. Puis j'ai dû produire bon, d'abord beaucoup de versions fautives, et puis après des versions dans des styles différents du fournier, en fonction un peu de ces choix esthétiques, cette vision des outils modernes par rapport à des caractères anciens, quoi. C'est certainement pas fini, je sais pas. J'aime bien avoir beaucoup de projets ensemble, en parallèle, ouverts, et parfois tout d'un coup on a une idée claire et ça part, et à ce moment-là je laisse tomber tous les autres et puis je le développe. Voilà.